Il est 9h10 et c'est l'heure du débat du jour, Étienne Pépin. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et dans le débat du jour aujourd'hui, j'accueille deux prêtres, le père Arnaud Alibert, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au journal La Croix, assomptionniste, et nous sommes également avec le père Pierre Vivarès. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous, prêtre du diocèse de Paris, curé de Saint-Paul, aumônier de la préfecture de police de Paris. Merci à tous les deux d'être avec nous. Au sommaire, aujourd'hui, la santé du pape. Le conclave est-il en train de se préparer? Nous poserons la question à nos invités dans quelques secondes. On ira dans les Pyrénées. Notre-Dame de Bétharram, fallait-il que François Bayrou soit concerné pour que la vérité soit faite? La question, on essaiera d'y répondre dans cette émission. Enfin, le diaconat permanent, quid d'un ministère qui se cherche encore 60 ans après sa restauration dans l'Église catholique. Vous avez le programme et on commence. Le pape François, toujours hospitalisé pour une pneumonie. On vit au rythme des communiqués du Vatican en ce moment dans les rédacs des médias chrétiens. Aux dernières nouvelles, l'état clinique de François est stationnaire. Ses analyses de sang présentent une légère amélioration. Hier, il a même reçu pendant 20 minutes la visite de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui l'a trouvé alerte et réactif et a affirmé avoir même plaisanté avec lui. On se veut donc rassurant au Vatican, même si toutes les activités publiques du pape ont été annulées jusqu'à ce week-end, y compris celles liées au jubilé. Mais franchement, il faut le dire, on se prépare tous à la fin du pontificat. Quelle est l'ambiance à la rédaction de La Croix, Arnaud Alibert? Est-ce que vous préparez, est-ce que vous mettez à jour vos papiers avant l'annonce peut-être de la fin du pontificat? Alors, sur le fond, l'ambiance est sereine. Il n'y a aucune ambition papale qui habite notre rédaction, donc et les décisions qui seront prises au Vatican ne dépendent pas de ce que nous allons faire. En revanche, comme tout journal, mais je pense que c'est valable dans toutes les rédactions, il faut se préparer à tout. Alors là, il s'agit du pape, mais il s'agit aussi d'autres événements. Donc effectivement, nous suivons de très près, d'abord par sympathie, par amitié, par affection pour notre pape. Et ensuite, évidemment, dans un cadre professionnel, on essaie de voir qu'est-ce qui sera utile à dire très rapidement si les échéances s'accélèrent, dans la mesure où on constate quand même que dans l'univers médiatique, la voix de la Croix et des médias chrétiens en général compte, parce que nous les journalistes habitués aux choses religieuses, nous bénéficions d'une expertise que d'autres médias n'ont pas. Donc c'est nous qui donnons le là d'une certaine manière. Quand je dis nous, c'est pas que la Croix, mais c'est la Croix aussi. Mais j'entends cette expertise. Comment analyser les communiqués qui arrivent du Vatican? On sent qu'il y a plus de transparence qu'à d'autres époques dans l'histoire de l'Église, et en même temps, on sent qu'il faut lire entre les lignes, Père Vivarès. Voilà, quand on dit le pape a reçu l'Eucharistie, ça signifie qu'il n'a pas été en mesure de célébrer la messe, par exemple. Ça fait plusieurs années qu'il ne célèbre pas en public, donc ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un homme qui est malade. Je pense qu'il y a d'abord un respect à avoir pour un homme malade, qu'il soit le pape ou n'importe quelle personne. Donc aller étaler ses bulletins de santé, les analyses de sang... Ça vous choque? Moi, pas que ça me choque. L'Église a le droit de savoir comment va le Saint-Père. Après, rentrer dans les détails, ça me paraît pas très important. On prie pour lui parce qu'il est malade, comme on prie pour tout paroissien qui est malade. Mais il y a un petit côté fantasmatique avec le pape, c'est que il fait partie de ces dirigeants, comme la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre, qui meurent sur le trône. Alors que les autres, en général, quand ils sont trop malades, ils démissionnent, ils s'en vont ou ils sont pas réélus. Là, on a un chef d'État dont on peut assister à la mort en direct. Rappelez-vous la mort de la reine d'Angleterre, entre 8h le matin et 16h l'après-midi. La terre entière ne parlait que de l'état de la reine. Pareil pour Jean-Paul II. Voilà, pareil pour Jean-Paul II. Pourquoi? Parce que c'est un chef d'État dont on assiste. La mort s'immisce dans les familles à travers une figure mondialement connue. Et c'est intéressant. Ça nous renvoie à notre propre humanité. Ça nous renvoie à notre humanité, ça nous renvoie à notre propre mort, ça nous renvoie à la mort de des membres de nos familles qu'on a peut-être accompagnés. Ça renvoie à un événement humain profondément ancré en nous, qui peut nous faire peur, voilà, et qui est en direct. Et à travers la mort d'une figure comme celle-ci, c'est toute l'humanité qui se repose la question de la mort. Et donc c'est intéressant, je trouve, et dans les débats sur la fin de vie en ce moment, la dignité de l'accompagnement d'une personne en fin de vie, même si je ne pense pas que le pape soit en fin de vie. Le mot pneumonie fait peur. Là, il va mieux. Il paraît qu'il a passé une nuit sereine. Il a passé une nuit sereine, très bien, je lui souhaite une meilleure santé. Mais
sur les débats sur la fin de vie, la dignité avec laquelle nous parlons de la fin de vie de cet homme-là, ou de la reine d'Angleterre, ou de n'importe quel autre, est importante dans le respect, la distance, la pudeur aussi, je crois. La pudeur, c'est vrai que on a l'impression que l'état de santé du pape François est étalé comme ça au grand jour, à la vue de tous. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu malsain dans ces communiqués qui tombent les uns à la suite des autres, Père Arnaud Libert ? Non, je crois pas. Il y a une information normale que l'on doit au public et que l'on doit aux fidèles quand on est un homme d'État et en l'occurrence un chef religieux. Il y a chez les chrétiens en fait une façon à la fois d'affronter la mort en vérité et de la relativiser au fond pour le pape. Et il l'a dit lui-même, il n'a pas peur de la mort. La mort, c'est pas la fin de tout. Et dans notre foi, la mort, c'est un passage vers la rencontre tant espérée du Seigneur. Donc, il y a entre les médias profanes qui voient dans la mort du pape la fin d'un règne et le début d'hésitation politique ou d'un changement à la tête du Vatican, vous voyez, il y a un écart entre cette vision-là et ce que à l'intérieur l'Église peut ressentir, en disant la mort du pape, c'est d'abord la rencontre du pape avec son Seigneur, c'est ce moment de vérité, et ensuite viendront les conséquences de cette mort. Comment vous traitez ça au journal La Croix? Je vois toute la liste des sujets et des angles que vous avez choisis, à la fois donc le factuel, le pape François souffre d'une pneumonie, bon, très bien, la prière, le conclave permanent, comment est-ce que le Vatican fonctionne quand le pape est malade, et puis comment se prépare la fin de la vie du pape. En fait, comment est-ce que vous choisissez d'accompagner cette fin de vie qui n'en est pas une réellement, puisqu'on sait que le pape va mieux, mais comment ça se discute en rédaction? Alors, ce que nous avons en face de nous, c'est une période nouvelle, dans la mesure où, selon toute vraisemblance, si le pape ne décède pas, et vraiment on peut lui souhaiter de se rétablir, une double pneumonie est une pathologie qui est extrêmement invalidante et fatigante, et donc on rentre sur une période de longue fatigue. Donc forcément le fonctionnement du Vatican va être altéré. Voilà. Un peu comme la fin de vie de Jean-Paul II, où à la fin, l'essentiel, il ne faisait plus que l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire signer les nominations. Donc, comment va se comporter le pape François, dont on connaît le caractère très tenace et très énergique, face à cette nouvelle, ces nouvelles données de sa vie? On ne le sait pas. Comment va se comporter son entourage? Là aussi, c'est une inconnue. Évidemment, il y a des personnes qui, on le sait, sont très attachées au pape. D'autres seront assez contentes de le voir plus affaibli, c'est-à-dire moins en capacité de prendre des initiatives, parce qu'on sait très bien que son travail avec la curie a été difficile. C'est un homme qui, pour garder toute sa liberté d'action et même sa liberté spirituelle, a souvent fait sans la curie, ou en tout cas à côté de la curie. Et donc, sans doute, dans la curie romaine, il y a un certain nombre de personnes qui ne seront pas mécontentes de le voir affaibli et de pouvoir elles-mêmes continuer leur travail selon leur propre tempo. Donc voilà, il nous faut expliquer tout cela et bien se garder, ce que ne se fait pas une certaine presse italienne qui n'a pas peur de jongler avec les rumeurs. Nous, à la Croix, bien se garder de faire des pronostics sur les diagnostics médicaux. Comment ça se passe quand le pape n'est pas en mesure totalement de gouverner, Père Vivares? Et quel est le dispositif pour accompagner malgré tout la gouvernance de l'Église? Il y a une gouvernance quotidienne qui continue. Je crois que François a signé une lettre comme quoi, s'il était reconnu en incapacité, le secrétaire d'État pourrait accepter sa démission. Alors, en fait, cette lettre, donc, on la connaît puisqu'il l'a signée dès son arrivée sur le trône de Pierre. Il en a fait, il a publiquement évoqué il y a 2 ans, mais on ne connaît pas les conditions d'ouverture de cette lettre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel doit être son état pour que la personne à qui il l'a remise
l'ouvre, et on ne connaît pas non plus cette personne. On ne sait pas si c'est le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, si c'est le doyen du Sacré-Collège. Ça peut être le Camerlingue aussi, c'est le cardinal Farrell. Voilà. Moi, je pensais plutôt que ça serait le doyen du Sacré-Collège, mais ça peut très bien être le cardinal Camerlingue, donc le cardinal Farrell. Donc, tout cela, ça fait partie des choses qui ne nous sont pas connues, qui sont sans doute connues de l'entourage très très proche du pape, mais en tout cas, on n'en est pas là, puisque là, le pape François est conscient, complètement conscient. Je pense que ce serait dans le cas d'un coma irréversible, où il faudrait un avis médical qui permettrait l'ouverture de la lettre. Ben, après, Rome tourne, hein. Vous savez, l'Église a quand même cette vertu d'avoir une subsidiarité qui est quand même très très forte. C'est-à-dire que les évêques dans les diocèses ils font leur boulot. Les curés de paroisse font leur boulot, les rédacteurs en chef de journaux font leur boulot, les journalistes font leur boulot. Alors justement, je vais vous poser une question de journaliste, vous allez voir. Est-ce qu'à Rome, l'ambiance est déjà au pré-conclave Moi, j'habite pas à Rome, hein, je vous rappelle. Mais est-ce que vous entendez de l'Église, de vos contacts à Rome, au Vatican? Oui, c'est des ambiances de séminaristes, tout ça. Je pense que les cardinaux, eux aussi, ils font leur boulot. Cet après-midi, à Paris, on a le cardinal Bustillo qui vient célébrer la messe à Notre-Dame pour les Corses d'Île-de-France. Donc voilà, chacun mène son travail. Le conclave, il commence quand le conclave est réuni. Donc le pré-conclave, ça veut dire quoi? Non, mais il y a des congrégations avant le conclave. Oui. Et tous les cardinaux se réunissent pendant 15 jours pour essayer de dessiner un petit peu... Pour faire l'état des lieux. Je pense quand même que ça serait très indécent de donner des signes extérieurs de préparation du conclave. Mais on dit que Rome, depuis quelques semaines, on dit que c'est un conclave permanent. Ouais, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les cardinaux ont besoin de se rencontrer. Ça, c'est un besoin presque vital, mais le mot était un peu exagéré, parce qu'ils se connaissent peu. La politique de nomination du pape François, de nomination de cardinaux, j'entends, était une politique qui a visé à aller rejoindre les périphéries. Donc, si on fait la projection sur une carte... En fait, on a une curie complètement éclatée, quoi. Alors, la curie à Rome, ça va, mais la curie permanente à Rome, c'est 25 cardinaux. Voilà, en fait, ça. Le collège des cardinaux est géographiquement éclaté, avec des cardinaux qui se connaissent relativement peu, en tout cas beaucoup moins qu'avant, et donc ils sont appelés, ils se sentent portés les uns les autres vers une connaissance mutuelle plus grande. Donc ça peut donner cette impression qu'ils préparent le conclave. Je pense que tout simplement ils font grandir entre eux. La communion, peut-être qu'ils se disent que c'est pas du temps perdu dans la mesure où un conclave aura lieu, et je crois qu'on peut, sans prédire à l'avenir, penser que le conclave donc aura lieu dans les mois ou les quelques années à venir. Le pape n'est pas éternel, mais là, je pense que l'atmosphère aujourd'hui est plutôt à la peine, parce que c'est un vieillard qui souffre. Hein, c'est douloureux, une pneumopathie, et l'ambiance est à la prière aussi dans le monde entier. Même le vice-président américain J.D. Vance, qui est pourtant en polémique avec le Saint-Siège, puisqu'il y a vraiment ce désaccord de fond sur ce que demande l'amour fraternel. Vous savez qu'il y a donc cette polémique entre le Vatican et l'administration Trump à propos des migrants. Donc, sur ce terrain de grande tension, on se retrouve sur l'essentiel avec la prière pour le pape. Donc, je pense que c'est ça la tonalité générale. Père Vivarès, sur justement cette ambiance à Rome, qu'est-ce qui se joue là maintenant? Je pense que de fait, les cardinaux, compte tenu du choix des cardinaux que François a fait, ils ne se connaissent pas bien entre le cardinal qui est en Mongolie et le cardinal qui est en Amérique du Sud. Ils n'ont pas de l'occasion de se croiser tellement souvent. Donc il va falloir qu'ils prennent le temps de se connaître, de se parler, de savoir ce que les uns et les autres pensent avant un conclave. Et c'est le travail des congrégations dans les 15 jours qui précèdent l'ouverture d'un conclave qui permet cette connaissance. De fait, chaque fois qu'ils se rencontrent à Rome, ils apprennent à se connaître à l'occasion d'une célébration, de la création de cardinaux, éventuellement du travail du synode, toutes ces choses-là. Pré-conclave, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, l'expression est évidemment... Oui, elle est médiatique, mais entre guillemets, on est toujours en conclave, on est toujours en réforme, on est toujours en recherche, on est toujours en... Voilà, c'est un travail permanent. Et le pape n'est pas éternel, on le sait. À Rome, ils ont cette expression que j'aime beaucoup, le pape actuel. Il y en a eu un avant, il y en aura un après, voilà. Est-ce qu'il faut, dans les commentaires
qu'on peut lire actuellement justement sur ce qui se passe là et puis l'ambiance au Vatican. On dit que comme le pape a nommé, je crois, plus des 2/3 maintenant du Sacré Collège, disons la politique au Vatican est durablement réformée et influencée par le pontificat du pape François. Est-ce que il vous semble que tout cela est finalement très relatif et qu'on peut imaginer que la suite de l'histoire de l'Église soit finalement très différente de ce qu'on a connu ces dernières années? C'est pas certain en fait, parce que pardon. Je vais sur cette question. Puis je pense que si on choisit quelqu'un pour être cardinal, c'est qu'on choisit quelqu'un qui est libre. Vous voyez, c'est-à-dire le cardinal. Quand le pape choisit un cardinal, il le choisit peut-être parce qu'il considère que cet homme-là a les capacités d'être cardinal, c'est-à-dire de donner sa vie pour l'Église. C'est pour ça qu'ils sont habillés en rouge, d'avoir le discernement nécessaire pour avoir une vision universelle de l'Église, une vision mondiale et pas uniquement la vision de son pays ou de son diocèse. Ou de son époque. De son époque, et donc d'avoir une hauteur de vue, d'avoir une liberté. Donc peut-être il a nommé les 2/3 du Sacré Collège, mais 2/3 de gens libres. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que quelles que soient les nominations qui soient faites, à quelque niveau que ce soit des gens libres que l'on nomme. C'est-à-dire des gens qui, en conscience, choisissent ce qui leur paraît être le mieux dans la fidélité à l'Évangile et à la parole du Christ, quelles que soient les époques, les circonstances, voilà. En fait, ce que vous dites là, c'est que pour rassurer ceux qui sont un petit peu inquiets de la suite de l'histoire de l'Église, parce que le pape aurait nommé un nombre important de cardinaux, ce qu'on peut dire finalement, c'est que l'histoire de l'Église est faite de ça et que en fait nul ne sait à quoi ressemblera l'Église demain, quoi. Georges Bergoglio a été élu par un collège de cardinaux nommé par Jean-Paul II et Benoît XVI, quelques-uns par Paul VI. Bon, donc son successeur sera nommé par effectivement un collège de cardinaux qui aura été nommé par lui, mais c'est à chaque moment en fait de l'élection que quelque chose se passe. Alors c'est la providence divine, c'est l'écoute de l'Esprit Saint, c'est aussi l'attention au signe des temps. Donc les cardinaux, quand ils se réuniront, auront soin de penser ce qui est bon pour l'Église, et puis être attentifs au climat. On voit bien que dans le climat actuel, la religion chrétienne, en particulier je pense aux États-Unis, est convoquée à l'appui d'une politique qui fait grincer beaucoup de dents. Donc ça peut être très bien un élément qui va en fait perturber la réflexion. Mais à ce titre-là, pour profiler le futur pape. Père Vivarès, à ce titre-là, quel est le rôle des chrétiens dans ce qui se passe là actuellement? On confie l'Église aux cardinaux, ou est-ce que les chrétiens, là, dans vos paroisses, peuvent avoir un rôle, peuvent dire des choses? Ils disent des choses, ils sont libres, ce sont des grands garçons et des grandes filles. Mais de fait, chacun son job. Hein. Et en plus, je crois que quand le mec est élu pape, là, enfin le cardinal est élu pape, il devient pape le jour où il l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On peut avoir des idées quand je suis nommé curé de paroisse, je vais faire ci, je vais faire ça, puis une fois qu'on est curé de paroisse, on se dit le réel vous rattrape, la géopolitique mondiale quand on n'est pape vous rattrape, et on devient pape une fois qu'on l'est. Donc on peut nommer un type, et puis après, on pensait et puis il devient quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Première partie de ce débat du jour qui continue jusqu'à 10h sur RCF. Dans quelques instants, les infos avec Cécile Mérieux. Bienvenue à tous. Bonjour, je suis Galdric Drapé et je vous propose avec Fabrice Adjadj de prendre 26 minutes pour réfléchir avec l'un des pères fondateurs de la pensée occidentale. Cette semaine, Descartes et la question « Avoir l'esprit cartésien est être un rêveur ». Matière à penser, c'est une émission de l'Institut Philanthropos les lundis à 18h30 pour vous délasser de votre première journée de travail et le samedi à 10h30 pour bien commencer votre week-end. N'oubliez pas que vous êtes intelligent. Bayard Musique vous présente Lumière de la paix, le nouvel album de Laurent Gibowski. Les nouveaux chants inspirés de l'Évangile et de l'actualité du monde, ainsi qu'une messe inédite écrite à l'occasion du jubilé 2025. L'album Lumière de la paix de Laurent Gibowski, disponible dès maintenant chez votre libraire disquaire et sur bayardmusique.com.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Louis Dauphren et l'équipe des journalistes du matin, désormais sur toutes les radios du réseau RCF. C'est une grande première et c'est une bonne nouvelle pour Radio Notre-Dame. Ensemble, nous essayons effectivement de construire une même radio plus ambitieuse, plus rayonnante et plus joyeuse. Aidez-nous à nous développer au service de l'unité des chrétiens. Envoyez vos dons à Radio Notre-Dame via le web, par virement et sans oublier évidemment les chèques au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Merci beaucoup. Il est 9h30 et tout de suite le rappel de l'info avec vous, Cécile Mérieux. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les chefs de parti pour faire le point sur la situation en Ukraine. Ils évoqueront les efforts supplémentaires de défense à fournir face à la Russie, qualifiée de menace existentielle. Parallèlement, Volodymyr Zelensky doit recevoir l'envoyé spécial américain Keith Kellogg. Le président ukrainien espère renouer le dialogue malgré les très vives critiques de son homologue américain. Donald Trump l'a notamment traité de dictateur. Jour de deuil en Israël, le Hamas a remis 4 dépouilles d'otages, dont celles de 2 enfants et de leur mère, devenus des symboles de la guerre. Les dépouilles sont restituées en échange de la libération samedi de Palestiniens détenus par Israël, conformément à l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Pour la première fois en Corée du Sud, un président en exercice est jugé au pénal. Yoon Suk-yeol est accusé d'insurrection pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Il risque la peine de mort. En France, la loi d'orientation agricole est sur le point d'être votée à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture. Le compromis trouvé en commission mixte paritaire a été largement adopté à l'Assemblée hier. Il est soumis au Sénat pour un ultime vote cet après-midi. Pas de suspense sur son approbation par la Chambre haute, dominée par la droite et le centre. Le texte est présenté comme une réponse à la grogne du secteur agricole, mais critiqué à gauche pour des renoncements environnementaux. De son côté, l'Assemblée nationale doit trancher sur une proposition de loi écologiste. Elle veut restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS. Ces polluants éternels sont massivement présents dans la vie courante, dans les textiles et les cosmétiques. Ces substances chimiques s'accumulent dans le corps humain, notamment dans le sang et les tissus du rein et du foie. Enfin, l'affaire Notre-Dame de Bétarame. 3 hommes sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour des agressions sexuelles et ou violences aggravées. Des faits susceptibles d'avoir été commis entre 1957 et 2004. Ce sont les premières mises en cause après 1 an d'investigation sur plus d'une centaine de plaintes. Merci beaucoup, Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et le débat du jour continue avec nos 2 invités, le père Pierre Vivarès et le père Arnaud Alibert. Merci à tous les 2 d'être avec nous. Notre-Dame de Bétarame, fallait-il que François Bayrou soit concerné pour que la vérité soit faite? Le parquet de Pau a annoncé hier, vous l'avez entendu, le placement en garde à vue de 3 hommes pour des viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et ou violences aggravées dans le cadre de l'enquête sur l'établissement catholique des Pyrénées. Cette annonce survient 4 jours après une réunion à Pau entre le collectif des victimes et le Premier ministre François Bayrou, sous pression dans ce dossier depuis la parution début février de témoignages affirmant qu'il était au courant de premières accusations entourant l'établissement dans les années 90, ce qu'il dément. Le dossier avance parce que c'est le Premier ministre qui s'en charge. Est-ce que c'est pas là finalement le scandale? Ces affaires-là éclatent et avancent quand de grandes personnalités sont concernées, Arnaud Alibert. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette analyse puisque des affaires graves ont éclaté sans incriminer les hommes politiques. Je pense à l'affaire Prénat, je pense à d'autres affaires. Donc, ou Jean Vanier. Donc, ce qui est nouveau là, c'est que ça fait 5 ans que l'Église dit que la question de la pédophilie est une question systémique qui concerne évidemment l'Église, avec à l'intérieur de l'Église son propre système en fait de silence, de dissimulation et de prédation, mais que cela concerne l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, l'INSERM qui avait fait tout son travail préparatoire, enfin en annexe, si vous voulez, du travail du rapport Sauvé, avait bien dit que la pédocriminalité concernait l'ensemble de la société et avait fait donc un chiffrage sur l'ensemble de la société. Et du coup, depuis la remise du rapport Sauvé, les hommes politiques, les responsables auraient dû prendre les choses complètement en main et commencer systématiquement
une politique de prévention et de traque, si j'ose dire, des prédateurs. Ça n'a pas eu lieu, et là ça a lieu, chose heureuse, mais c'est douloureux pour les victimes, parce que l'école en question est une école qui est dans le giron culturel, voire politique du Premier ministre actuel. Et là, on va s'apercevoir que, et on s'en aperçoit d'ailleurs, que l'inspection académique n'a pas fait son travail, puisque l'inspecteur d'académie lui-même a avoué, a reconnu il y a 2 jours qu'il n'avait pas bien fait son travail, etc. Mais le fait quand même que François Bayrou soit concerné, ça a accéléré les choses quand même. Ça fait 1 an, comme vous le disiez dans le journal, ça fait 1 an que l'enquête était en cours. Les mises en examen qu'il y a eu lieu étaient prévues avant même qu'on en parlât au sujet de François Bayrou. Je crois qu'il y a 2 histoires qui se rencontrent là. Il y avait une enquête qui durait depuis plus d'1 an, qui suivait son cours et qui arrive aux mises en examen qui ont eu lieu. Et il se trouve que François Bayrou a été nommé Premier ministre il y a 2 mois et qu'il est de la région paloise. Mais en fait, ce sont 2 événements parallèles qui se croisent, parce qu'on demande à François Bayrou s'il était au courant qu'il y avait des problèmes et des crimes commis dans cet établissement scolaire où il avait mis ses enfants quand même. Bon, en général, on ne met pas ses enfants si on est au courant qu'il y a des affaires de violence ou des choses comme ça. Après, comme vous l'avez dit, le recteur d'académie a reconnu qu'il avait été défaillant sur le dossier. L'inspecteur d'académie, qu'il avait été défaillant sur le dossier en 98, donc il y a 27 ans. Mais il n'y a pas eu de suite ensuite, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de signalement, il n'y a pas eu... J'ai un peu l'impression quand même qu'on voudrait que tout le monde soit responsable. Et comme on veut que tout le monde soit responsable, plus personne ne l'est jamais. Qui est responsable d'un établissement de s'assurer de la moralité, de l'intégrité physique, morale, intellectuelle et spirituelle des élèves? C'est le chef d'établissement. S'il y a une défaillance, ensuite c'est l'inspecteur d'académie. Et ça remonte comme ça. Après, vous saviez quoi? En fait, ma question, c'est plutôt de savoir si, parce que François Bayrou est concerné, parce que ses enfants ont été scolarisés là-bas, le sujet avance enfin. Je crois pas. Je crois que l'enquête dure depuis 1 an. Je pense que le sujet est connu, parce que justement, il y a une proximité d'un grand homme, d'un homme de tout premier plan. Mais je pense que la justice fait son travail. Mais de toute façon, en fait, on retombe sur les fondamentaux de cette affaire. C'est la question du silence. Donc, quand un enfant est victime, il est muré dans le silence. Et ce qui fait sortir l'enfant du silence, c'est qu'il a la capacité qu'il pense qu'il sera entendu, et 2, que les mots qui correspondent à ce qu'il a subi existent. C'est pour ça que chaque fois qu'on euphémise en disant oui, c'était une éducation dure et ferme à Betaram, l'enfant qui a été violé dit je peux pas parler. À partir du moment où on dit il y a eu des viols, là il lève la main et dit c'est mon cas. Voyez, donc c'est pour ça que il y a tout un travail pédagogique à faire pour que les vrais mots soient employés de manière à libérer véritablement la parole. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que quand le Premier ministre dit « je ne savais pas », c'est tout à fait possible que, à cause de cette logique de silence et d'euphémisation, les victimes n'aient absolument jamais évoqué clairement ce qu'elles avaient subi, et donc que dans cette école de Notre-Dame de Betaram, il y a bien eu un clivage extrêmement fort entre l'externat puisque les crimes avaient lieu à l'internat, donc l'externat qui était celui d'une école à l'éducation un petit peu ferme, mais pas plus qu'ailleurs, ou peut-être un petit peu plus, mais c'est en disant que c'est pas, il y a rien de pas une caricature. Voilà, c'est pas une caricature. Et à l'internat, où il se passait donc ces viols, ces agressions sexuelles, ces bastonnades, c'est-à-dire il n'y a pas simplement des viols, en fait. Il y a aussi des violences, de maltraitance. Même si les viols, c'est quelque chose d'abominable, mais il y a aussi une maltraitance généralisée. Et donc, tout cela était enfermé dans un silence, et ce silence est en train de se fissurer. Il y a un groupe Facebook qui a été créé il y a maintenant un peu plus d'1 an, il y a 14 mois. Il y a déjà 1200 personnes, des anciens de Betaram qui l'ont rejoint. Donc il faut s'attendre à ce que la parole se libère et qu'on entende de plus en plus de révélations. C'est une affaire à tiroir aussi, parce qu'il y a déjà eu un prêtre qui a été condamné, arrêté pour viol dans cet établissement. Et en fait, il y avait une... il s'est suicidé, en fait. Donc, on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout de la... Mais il y avait quelque chose de systémique dans l'internat de Betaram.
Oui, et sur plusieurs années, mais on a cru que parce qu'on avait chopé un, on avait chopé tout le monde. Et en fait, non, on s'est pas rendu compte que c'était systémique et ça continuait. Et comme vous le disiez, la parole doit être libérée, il faut nommer les choses. Mettre un gamin dehors par -2 en quel but, ça ne se fait pas. Voilà, c'est la maltraitance, c'est de la violence, et il faut nommer les choses. Mais tant qu'on ne permet pas à un enfant de nommer les choses, tant qu'on ne le croit pas, quand même ses parents ne le croient pas, et qu'il leur dit bah non, supporte, tu verras, ça ira mieux après. Il y a tout ça, tout un climat de silence en fait, tout un climat de violence, et dont on sort heureusement aujourd'hui en écoutant les enfants, en écoutant les témoignages, en écoutant éventuellement les encadrants. Il y avait une professeure de mathématiques qui avait alerté, qui n'a pas été crue, qui a été menacée même. Et tout un climat comme ça de violence. D'ailleurs, qui n'avait pas pu être entendu par l'inspecteur de pédagogie qui avait fait son enquête en 98. Donc tout ça, c'est un climat quand même très opaque. Et juste, puisqu'on le sait désormais, certains hauts placés dans le gouvernement à l'époque étaient au courant. Est-ce que, selon vous, on risque de découvrir des bêta-rames un peu partout en France, dans des établissements même pas forcément que catholiques? Au fond, ça c'est, on a la sensation que cette histoire-là est la porte ouverte à un fonctionnaire bien nombreuses autres affaires. Un fonctionnaire a le devoir de dénoncer des faits délictuels dont il est au courant. Je pense à un homme politique aussi. Être au courant de quoi? Être au courant d'un fait délictuel, on fait un signalement au procureur. Être au courant de violence, de viol, de maltraitance, on fait un signalement au procureur. Donc être au courant n'est pas en soi une faute. Oui. C'est de ne pas dénoncer. Non, mais c'est pas dénoncer, on est d'accord. Voilà. Oui, être au courant, oui, on est tous au courant de toutes les horreurs qui se passent sur la Terre. On n'en est pas heureusement responsable. On peut les dénoncer, heureusement, mais après, c'est la responsabilité d'un homme politique ou d'un fonctionnaire de devoir dénoncer les choses délictuelles dont il serait au courant au procureur. Après, être au courant, c'est pas grave d'être au courant. Au contraire, il vaut mieux qu'on soit au courant, et ça sert à ça, les journalistes, c'est qu'on soit au courant pour être éveillé et éventuellement pouvoir intervenir. Donc, je trouve que l'usage des mots n'est pas juste. Si vous étiez au courant, avez-vous fait quelque chose? Oui, j'en ai parlé au procureur. Ou non, j'étais au courant et je n'en ai parlé à personne. Mais ça, personne ne va le dire. Parce que là, en fait, on a l'impression que dans cette histoire, comme dans bien d'autres d'ailleurs, on cherche à savoir qui savait, qui n'a pas dénoncé, et finalement, on s'éloigne progressivement des victimes avec ces affaires. Et en fait, oui, parce que ça devient un truc qui tourne en lui-même, uniquement politico-politicien. Mais les victimes, elles ont besoin de réponses, elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin de jugement. Il faut surtout mettre hors d'état de nuire ceux qui, aujourd'hui encore, seraient en position de commettre des délits ou des crimes. Il y a tout ça derrière. Ouais. Il faut d'abord préserver l'enfance. À mon avis, il y a un changement de culture aussi dans la manière de former les gens qui sont les encadrants. Et je suis certain qu'il y a plein d'endroits en France, dans les sports, dans l'école, dans les institutions, dans les internats, où il y a aujourd'hui des violences qui sont commises, où il y a des crimes qui sont commis, il y a des délits qui sont commis, et quand on est au courant, il faut le dire. Ouais, je pense que vous posiez la question, est-ce qu'il y a d'autres bêta-rames qui vont apparaître? Évidemment, c'est probable, c'est absolument pas souhaitable, mais que ce soit dans les écoles, dans les clubs de sport, des clubs culturels, etc., dans tous les lieux où les jeunes sont engagés, il y a un danger, maintenant on le sait, puisque c'est un problème systémique. Ce qu'il y a dans cette affaire, donc je voudrais revenir sur le côté un petit peu plus politique. Il y a quand même un doute qui doit nous habiter. C'est pourquoi le Premier ministre a pointé du doigt nommément les ministres donc socialistes qui étaient en charge des affaires publiques de 97 à 2002, c'est-à-dire après que lui a quitté le ministère. Ce qui fait que, en pointant ces ministres-là, et donc qui appartiennent à un parti d'opposition, puisque le Parti socialiste ne fait pas partie de l'arc de soutien politique de son gouvernement, il a vraiment surpolitisé en fait le sujet. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique de cette affaire? C'est ça que vous êtes posé comme question? Oui, en fait, je pense qu'il y a eu de la part de la gauche, et en particulier de la France Insoumise, une volonté, il y a 10 jours, de politiser en disant, puisqu'il a menti, il doit démissionner. Et par effet de retour de bâton ou de boomerang, François Bayrou a surpolitisé en pointant la responsabilité des ministres du gouvernement après de l'époque, le gouvernement de Lionel Jospin. Et je pense qu'en faisant cela,
peut-être qu'il a, d'une certaine manière, un peu éteint les critiques autour de Notre-Dame de Bétarame, ou en tout cas autour de lui, déporter autour de lui à ce sujet, déporter le débat. Mais je me demande dans quelle mesure il n'a pas grillé ses vaisseaux. Comment il va maintenant reconstruire une confiance avec les socialistes dont il a besoin, parce que le gouvernement précédent de Michel Barnier a bien vu que quand tout le monde est contre lui et quand les socialistes ajoutent leur voix à la France Insoumise et au Front National, le gouvernement tombe. Pour conclure sur ce sujet, sachez que le collectif de victimes de Bétarame a recensé à ce jour 132 plaintes. Une vingtaine de victimes de Bétarame ont déjà été indemnisées par la CRR. Vous savez, c'est la Commission Reconnaissance et Réparation qui accompagne les personnes abusées dans des congrégations catholiques. Voilà pour conclure ce sujet. Par des religieux. À Bétarame se pose aussi la question, là c'est une question nouvelle, et je pense que c'est bien la grâce que ce soit associé à François Bayrou. Que faire de l'indemnisation des victimes dont les actes en fait sont prescrits, mais des victimes qui ont été victimes par des laïcs et non par des religieux, parce que la CRR n'indemnise que les actes religieux, des religieux. Donc là il y a une forme de vide juridique et en pratique pour les victimes qui ont été victimes des surveillants et des autres élèves, parce qu'il y a aussi eu des viols. Mais c'est là que peut intervenir aussi d'ailleurs la Civis, au passage la Civis, voilà. Qui la même chose que la CIAZ, mais côté civil, en dehors de l'Église, qui a pris modèle sur la CIAZ d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, et c'est à ce moment-là peut-être que le relais est pris de cette manière-là. Oui, c'est important qu'il y ait tout ce travail de réflexion sur la prescription ou la non-prescription, l'indemnisation. Et de fait, nous, on a mis en place dans l'Église une indemnisation alors que les faits peuvent être prescrits, ce qui n'est pas le cas pour les jugements civils. Allez, on continue ce débat du jour sur RCF et Radio Notre-Dame. Et on change de sujet. Les diacres du monde entier se retrouvent à Rome cette semaine pour le jubilé de l'Espérance. Un double jubilé, peut-on dire. Le diaconat permanent célèbre cette année le 60e anniversaire de sa restauration dans l'Église catholique. C'est l'occasion de mieux comprendre ce ministère particulier. Le diaconat, c'est habituellement ce ministère de service qui précède l'ordination sacerdotale. Depuis le Concile Vatican II, il a été rétabli dans sa forme antique pour les hommes mariés. Les diacres peuvent célébrer les baptêmes et les mariages. Ils sont surtout envoyés en mission au service d'une réalité particulière selon leur charisme. C'est un ministère parfois un peu mal compris. Le diacre peut être utilisé un peu, on peut le dire, comme un prêtre de substitution pour combler la crise des vocations. Est-ce que vous l'observez? Est-ce que c'est une caricature, ça, Père Pierre Vivarès? Ça peut être une caricature. Je crois qu'on a réduit aussi le ministère à la célébration de la messe. On a l'impression que toute la vie de l'Église ne consiste qu'à célébrer des messes, à peu près. Toute la journée, voilà. Et on me dit, toi tu bosses le dimanche matin à 11h et puis le reste de la semaine tu fous rien. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Parce qu'on a une vision un peu complètement liturgique, extérieure et extrêmement liturgique de la vie ecclésiale, ce qui n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas que la vie liturgique, il y a la vie liturgique, mais il n'y a pas que ça. Et donc le diacre, on va lui dire, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ton pouvoir liturgique? Je peux faire des baptêmes, des mariages, des enterrements. Vous aurez de dire l'évangile, mais c'est tout. Et donc en fait, on réduit à une fonction liturgique la vocation. C'est comme si on disait, un laïc dans l'église, il fait rien, puisque de toute façon, il peut pas célébrer. Si, d'abord, il célèbre, parce qu'on célèbre la messe, prêtre et laïc, ensemble. Et c'est pas juste une fonction liturgique, la vie ecclésiale. Comprenez ma question, c'était de dire, est-ce qu'on n'a pas ordonné des diacres permanents pour combler un vide? Non, on n'a pas ordonné des diacres permanents pour combler un vide. On a ordonné des diacres permanents pour une mission que chaque diacre doit trouver, suivant son âge, suivant ses contraintes professionnelles et familiales, parce qu'on peut avoir des diacres qui ont 40 ans, mariés, pères de famille avec des enfants encore un peu jeunes, comme on peut avoir des diacres à la retraite qui sont beaucoup plus libres ou libérés. Voilà, donc en fait c'est à chaque diacre de trouver l'espace d'exercice de sa vocation. À la paroisse, j'ai 3 diacres permanents à Saint-Paul. Et comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont nécessairement à l'hôtel le dimanche? Pas forcément. Il y en a toujours un. Je souhaite qu'il y en ait. Oui. parce que ça permet à la liturgie de se déployer dans toutes les vocations. Mais ensuite, chaque diacre remplit une fonction suivant son âge, suivant son appétence, suivant ses compétences, suivant le temps qu'il a. Et donc, c'est à réinventer. Et je dirais, là aussi, on retombe sur la synodalité de l'Église. Dans une équipe pastorale, on se met autour de la table et qui fait quoi
Pourquoi? Pour qui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et quand le diacre permanent est marié, son épouse a suivi la même formation que lui, et pourtant c'est pas elle qui est ordonnée diacre. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça se passe dans votre paroisse, par exemple? Quelle place ont les femmes de diacre? Elles font ce qu'elles veulent, surtout, parce qu'on n'a pas à dire aux femmes ce qu'elles ont à faire. Oui, mais qu'est-ce qui est prévu? Non, mais c'est toujours amusant de vouloir... Alors, en fait, vous êtes la parèdre du diacre, là, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Non, elle se définit pas comme femme de diacre. C'est la femme de Philippe, Jean-François, voilà. Et elles ont leur vocation propre, elles ont leur mission ecclésiale propre comme laïques, mères de famille, mariées. Et il ne s'agit pas de les positionner par rapport, comme si elles étaient les satellites du diacre. Elles ont leur vie propre et leur vie chrétienne propre, et parfois peut-être il peut arriver qu'elles ne soient pas impliquées dans la vie ecclésiale, et voilà, pour ce qu'elles veulent. Est-ce que le diaconat permanent, Père Arnaud Alibert, est une sorte, allez, pardonnez-moi l'expression, une sorte de laboratoire de la possibilité, peut-être un jour, selon les évolutions de l'Église, d'ordonner des hommes mariés, prêtres? Alors, à partir du moment où les prêtres sont tous diacres, c'est sûr que si demain il y a des hommes mariés prêtres, enfin si demain il y a des hommes mariés prêtres dans l'Église catholique, dans les églises orientales. Voilà, on oublie chaque fois de le dire, mais donc ils sont parfaitement catholiques, comme si j'ose dire, vous et moi, et parfaitement mariés. Mais ils sont mariés avant d'être ordonnés, voilà, parce qu'il y a une stabilité de l'État. Avant même d'être ordonnés diacres. Mais donc ils passent par le diaconat, puis ensuite ils reçoivent le presbytérat. Je pense que le fait que l'Église catholique prenne conscience que la vocation de marier n'est pas un obstacle au ministère dans l'Église contribue à faire éclore la conscience que peut-être demain il sera possible d'ordonner des hommes mariés, comme ça a été le cas plus de 1000 ans avant nous. Mais je pense que il ne faut pas promouvoir le diaconat permanent et le diaconat confié à des hommes mariés en vue de banaliser le mariage et de préparer les cœurs ou les esprits à un clergé marié. Donc ça, je pense que c'est le premier élément. Ce que je voudrais simplement souligner, vu notre actualité, c'est que le pape a choisi de faire un jubilé des diacres, et je pense que c'est en partie pour clarifier sa position, parce que il a relativement malmené les diacres au cours de son pontificat. Pourquoi? Parce que ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est que les diacres devaient se distinguer des prêtres. En leur disant, une fois, il leur a dit, je vous demande de ne pas singer le ministère des prêtres. À une autre fois, il a dit, vous n'avez pas à être des demi-prêtres ou des servantes d'hôtels de luxe. Il a fustigé des diacres mariés qui mettent un col romain dans certains pays, comme aux États-Unis, dans certaines les diacres permanents mettent le col romain parfois. Et ils peuvent juridiquement le faire. Mais ça aurait une drôle de tête voilà. En France. Donc voilà, c'est ça qu'il a. Alors que pour lui, le diacre, c'est vraiment le sacrement du Christ serviteur au cœur du monde. Donc, il fait un jubilé. Hélas, il ne pourra pas y assister puisqu'il est malade, on le disait en début d'émission. Pour cela, parce que d'une certaine manière, c'est à la fois un succès, le diaconat permanent, puisqu'il y a 50 000 diacres aujourd'hui dans le monde. Il y en a plus 3300 en France. 3300 en France. Donc 90 ordinations par an. Ce qui est quand même un beau succès. C'est très important. Oui. Mais il y a des parties du monde, donc on peut penser l'Afrique ou l'Asie, pour être caricatural, mais c'est assez juste, où le diaconat permanent est très peu développé. Donc c'est à la fois un succès et encore un large défi pour l'Église. Donc il veut essayer de le relancer. C'est pour ça qu'il fait ce diaconat permanent. Ce jubilé du diaconat permanent, je pense. Je pense que les jubilés, toute l'année... Toutes les réalités ecclésiales vont avoir leur jubilé. Il y avait le jubilé des forces armées il y a 15 jours. Celui des journalistes aussi. Rome, il y aura celui des journalistes, peut-être que vous non, mais ça y est, ça a eu lieu. C'était au moment de la Saint-François de Sales, en janvier. Vous avez jubilé déjà. On a jubilé qui est de juin. C'est beau. Et je pense que le diaconat permanent est encore une réalité très récente. Dans l'Église, 60 ans, c'est pas grand-chose. Il faut plutôt des siècles pour que les choses se mettent en place. En Afrique, la place des catéchistes a certainement
perturber le rapport au diaconat permanent. C'est un ministère particulier. Hein, et le diaconat permanent est une vocation à part. C'est pas un sous-prêtre ou un pré-prêtre. C'est une réalité qui doit être. Par exemple, en Pologne, où il n'y a pas de catéchiste, en Pologne, le diaconat permanent est quasi inexistant. Oui. Donc c'est une volonté des évêques aussi. Hein. Voilà, il y a aussi une forme de culture d'église. Nous, à Paris, on a voulu, le cardinal Lustiger avait tout de suite mis en place le diaconat permanent de manière assez forte. J'avais le Jean Magaille qui était chez moi, qui était un des premiers diacres permanents ordonnés à Paris, qui est décédé, hélas. Et donc voilà. Après, sur l'ordination d'hommes mariés, moi je n'ai aucun problème là-dessus. Je suis assez pour les viri probi. Les viri probati, là, tels qu'on les avait envisagés au moment du synode sur l'Amazonie. Oui, parce que je trouve que un couple, un homme et une femme qui ont élevé leurs enfants, qui sont libres, qui ont du temps, pourrait très bien animer une Eucharistie dominicale dans les paroisses plutôt que de faire des adapes. Et là où est l'Eucharistie, là est l'Église. Et là où est l'Église, là est l'Eucharistie. Et là, pour le coup, vraiment, je pense que plutôt que d'ordonner des jeunes mariés prêtres, ordonner des hommes mariés prêtres alors qu'ils ont atteint une certaine sagesse, une certaine expérience de la fidélité, déjà dans la vie conjugale, une certaine maturité humaine, spirituelle, relationnelle, et présider l'Eucharistie ne me paraîtrait pas du tout un problème pour notre Église, et je pense que ça vitaliserait dans n'importe quelle ville de 15-20 000 habitants, on trouverait un homme, un couple, capable de rassembler la communauté chrétienne et de célébrer l'Eucharistie pour cette communauté, et avec pas moins de talent que certains prêtres bardés de diplômes. Est-ce que j'ose la question, il nous reste 2 minutes 30, est-ce que j'ose la question de savoir si il faut prolonger, disons, l'esprit du diaconat en ouvrant le diaconat aux femmes, Père Arnaud Alibert? En tout cas, on voit que le pape François n'a pas peur de déplacer les lignes tout en gardant une théologie extrêmement fondée et même traditionnelle d'une certaine manière. Il serait trop rapide de dire qu'on a un pape progressiste. Il a ses aspects conservateurs en termes de doctrine, mais là, dans la pratique, il avance sur la féminisation de l'Église. Alors, il avait un grand projet qui était de nommer une femme préfète, donc responsable d'une congrégation. Il l'a fait, en l'occurrence une sœur. Et puis, il a, vous le savez, ouvert la possibilité aux femmes d'être ministres instituées. Donc ça a été le cas à Rome encore récemment, où il a institué hommes et femmes lectrices, qui était un ministère institué fondé du temps de Paul VI en 1975 et que le pape François a rénové pour l'ouvrir aux femmes. Donc je pense qu'on va dans son esprit vers un partage des responsabilités et même de la prise en charge de la prière. Mais l'ordination et la responsabilité, l'ordination et le pouvoir, c'est deux choses différentes. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. Être ordonné n'implique pas nécessairement d'avoir un pouvoir et réciproquement. Oui, mais je pense que quand on déplace les lignes symboliques, il faut beaucoup plus de temps et que donc déjà ce qu'il a fait, c'est immense et je ne crois pas qu'il ira plus loin. La commission théologique à Rome continue de travailler sur le diaconat féminin. Le père Dupont-Fauville, près de Paris, est dans cette commission, un de mes amis. Donc ça continue à réfléchir et c'est heureux qu'il y ait une réflexion théologique. Après, l'Église ne cède pas aux modes, aux mouvements, à l'air du temps. L'Église écoute l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint parle dans le peuple de Dieu, et c'est un travail qui doit être long, qui doit prendre son temps, parce que le temps spirituel est un temps long, contrairement au temps du tweet, du temps économique, qui sont des temps courts. Nous, on est dans le temps long, alors ça peut exaspérer certains qu'on soit dans le temps long, mais la vie, c'est long aussi, heureusement. Enfin, on peut le souhaiter à tous nos auditeurs, que leur vie soit belle et longue. Et on souhaite une longue vie aussi au pape François. Tiens, comme ça, on boucle la boucle dans cette émission. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce matin. Père Arnaud Alibert, Père Pierre Vivarès, merci à toutes et à tous de votre fidélité. J'accueille sur cette antenne celui qui prend l'antenne pour 2 heures. C'est Melchior Gormand. Bonjour Melchior. Bonjour.